Cerno, épisode 49. Allô ? Monsieur Rochette, Oui. Francis à l'appareil. Dites-moi, je vous téléphone parce que j'ai un monsieur là qui est en train de faire un reportage sur Mathurin et Paulin. Vous savez, les gars qui ont tué les petites vieilles dans le 18e. Il aimerait vous rencontrer. Oui, si vous voulez. Je suis à la maison, moi, je bouge pas. Ouais. Il faut toujours croire en l'être humain. Oui, bien sûr. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Ah, ok. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Et Paulin. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Ça fait du bien. L'être humain, c'est ça. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Tout le monde s'en fout. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Ah merde, Je fais un podcast. j'ai pas bu de la vinasse, c'est pas ce que je veux dire. J'espère qu'on va pas se faire choper. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis les gens. 3-2-1. Je suis dans le 19e, près des buttes Chaumont, et je vais chez monsieur Rochette, qui est l'ancien propriétaire de l'appartement où a habité Mathurin, et qui a acheté après son arrestation. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Oui, c'est que, comme tout le monde, oui. Est-ce que je peux entrer ? Si vous voulez, mais enfin... Vous êtes surpris par ma démarche ? Bah oui, parce que Francis est un ami qu'on connaît depuis longue date, mais concernant l'affaire, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein, je peux... Moi, j'ai quelques questions à vous poser. Allez-y, je vois si... C'est un petit documentaire radio que je fais en fait sur l'affaire Thierry Paulin. Oui, mais là-dessus, moi, je peux pas vous en dire plus. Hein. Moi, j'ai vu le vendeur, c'était Monsieur Alric. Ouais. J'en sais pas plus. Et vous l'avez acheté quand l'appartement, monsieur ? En 90, septembre 90 par là, oui. Donc vous avez vu une annonce ? Oui, j'ai fait sur annonce, quoi. Puis j'ai été voir. Bon, comme à l'époque, j'habitais à côté, moi, donc ça m'intéressait. Ça me faisait un studio. J'avais un placement à faire. Je l'ai fait là, quoi. C'était à côté de chez moi. C'était pratique, quoi. D'accord. Et donc vous avez visité l'appartement. Il vous a plu ? Oui, il nous a plu, mais il y a eu des surprises. C'est-à-dire ? Les mètres carrés ne correspondaient pas. Puis il y avait des travaux de toiture et tout qui ne m'avaient pas signalé tout. Et ça s'est pas très bien passé avec lui. Avec le propriétaire ? Avec le propriétaire, c'est tout. Et bon, après, c'est long. La signature, ça a mis presque un an après pour signer. Hein. Voilà. Puis, mais il m'a jamais parlé de cette histoire de Paulin, du meurtrier, quoi. Je l'ai su bien après. Hein. Et comment vous l'avez appris, vous ? Par Francis Day, qui était au conseil syndical de l'immeuble. Il vous a dit, donc, Mathurin a vécu là ? Ouais. Bon, j'étais étonné, quoi. J'étais surpris. J'ai dit, mince, j'avais su. Ça fait réfléchir, quoi, 2 fois, parce qu'après, je l'ai loué. Bon, ça s'est pas trop mal passé, la location, pendant 10 ans. Et j'ai vendu. Bon, mais sans plus, je peux pas vous en dire plus. L'appartement, apparemment, il était vide. Hein. Quand je l'ai visité la première fois, il y avait personne qui l'occupait. Hein. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il est resté un certain temps sur comment ils appellent ça, justice, là, qui mettent les scellés et tout, non ? Ouais. Mais il vivait pas vraiment en permanence, hein. Il venait de temps en temps. Il était hébergé. D'accord. C'est-à-dire que c'est un ami du propriétaire ? Oui, du fils du propriétaire. D'accord. C'est tout, j'en sais pas plus. D'accord. Comment vous avez réagi quand on vous a appris cette nouvelle ? J'ai été interloqué quand même. Bon, j'imaginais pas une telle chose, parce que c'était d'actualité à l'époque quand même. Hein. Mais il était arrêté, il était déjà même... Je sais même pas s'il n'était pas décédé même à l'époque. Non, il est mort du sida, je crois, ce type-là, non ? Alors il y en a 2. Il y a Thierry Paulin qui est effectivement mort du sida, et Jean-Thierry Mathurin qui était le locataire de l'appartement que vous avez racheté. Ah oui. Bon, j'en sais pas plus, hein. Je peux pas vous dire plus. D'accord. Je connais pas ces gens-là, j'ai jamais vu. Hein.
Mais c'est vrai que c'était inquiétant. Je me souviens à l'époque, toutes ces personnes âgées qui se faisaient assassiner chez elles, apparemment ils les suivaient dans les postes, ils allaient retirer de l'argent de la poste et puis ils les suivaient jusqu'à chez elles. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans la presse, un peu à la télé. Oui, vous étiez dans le quartier, vous, à l'époque, finalement, où ça se passait. Oui. Et puis après, Francis m'a parlé de ça. J'ai dit, oui, effectivement, c'est l'appartement, mais il n'habitait pas. C'était pas lui, il venait de temps en temps. Oui, donc ça dépend si vous parlez de Paulin ou de Mathurin, parce que je pense que Mathurin y vivait, mais Paulin venait de temps en temps. C'était un couple de tueurs. Oui. Enfin, l'autre, je sais pas si c'était un tueur, j'en sais rien, mais... Le complice, en tout cas. Oui. Oh, je sais pas, je peux pas vous l'affirmer, je connaissais pas ces gens-là. Il a été jugé, il a été emprisonné pour ça. Ah bon. Vous voyez, vous me l'apprenez. Vous n'êtes pas intéressé à l'affaire, en fait. Non, la vie suit son cours, c'est tout. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Quelque temps après son interpellation, son compagnon et complice Jean-Thierry Mathurin était arrêté. Bonjour. C'est votre épouse, la dame ? Oui. Vous allez bien ? Pardon, je fais irruption chez vous. C'est... Ouais, je vois pas l'intérêt, mais bon. L'intérêt de quoi ? L'intérêt de faire interruption sur les gens comme ça, on n'a rien à faire dans ces affaires-là. On connaissait même pas. Je veux pas vous forcer, Oui, mais ça va pas vous avancer, Non, moi, j'habitais le quartier, mais en fait, je traînais pas trop dans le quartier, en fait. Ouais. Je connaissais pas les concierges. J'étais pas la concierge de quartier. Non. J'allais pas plus loin que ça. Et vous habitiez dans quelle rue ? Vous voulez tout savoir, Oui, je suis curieux. Mais c'est pareil, elle ignorait le... Ça, je savais pas du tout. L'affaire ? Pas du tout, non, j'ai jamais su cette histoire. Si ça se trouve, vous avez dû croiser les tueurs parce que vous étiez dans le quartier. Si ça se trouve, on peut. C'est peut-être des gens comme les autres, je sais pas. Sûrement. Ouais, j'ai jamais entendu parler, franchement. J'en sais pas plus. Ouais. On peut pas vous dire ce qu'on sait pas. Bon, écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous voulez un café ? Volontiers, avec plaisir. Allez. J'en ai pas pris. Ouais, c'est gentil. Vous étiez bien là-bas ? On était. Dans le temps. Dans le temps, oui. Ouais. Vous n'avez pas connu avant ? Ouais, donc vous trouvez que comme Francis, que le quartier a changé, en fait, rue Louis Blanc ? Ah oui. Vous n'étiez plus bien là-bas ? C'était quand même quartier parisien. Maintenant, c'est plus quartier parisien. C'était un petit village, Ouais. En 85, quand je suis arrivée, il y avait des bancs, les gens ne s'assoyaient pas sur le trottoir, on discutait, tout ça. Il y avait des commerces français, quoi. Il y avait des commerces français, il y avait livreries, bouchers, charcuterie, boulangerie. La boulangère, ça tient. La boulangerie et la pharmacie qui restaient. Maintenant, c'est ça, là, le quartier, à vrai dire. Vous trouvez ? Vous trouvez pas, vous ? Le café qui déborde. Oh mince. Et après, vous avez voulu déménager du quartier ? Oui, entre-temps, j'étais veuf et tout. Je me suis refait la vie, reconstitué une vie, puis j'ai acheté ici, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le quartier était plaisant à l'époque. Maintenant, c'est différent. Dans les années 80, c'était pas forcément mieux, puisqu'il y avait des tueurs en série qui vivaient là. J'ignorais, moi, à ce moment-là. On l'ignorait. C'était peut-être caché. La preuve que nous, on ne le savait pas, on habitait dedans. Personne ne le savait, sinon ils auraient été arrêtés. Voilà, c'est ça. C'est comment c'était caché, les gens, peut-être comme vous dites, comme vous m'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on les croisait sans le savoir, peut-être que c'était... Quand on les voyait comme ça, peut-être que c'était des gens gentils. Enfin, on les croyait gentils, on va dire. Sur votre visage, vous alternez entre des moments de gravité très forte et parfois un grand sourire qui illumine le tout. Vous êtes entre ces deux états tout le temps. Ah oui, tout le temps. À quoi ça sert de faire la tête ? Parfois, on ne peut pas s'en empêcher, quand on a des soucis. Ça dépend. Non, ça dépend du caractère de la personne. Donc vous avez un bon caractère ? Écoutez, on essaye de faire de mieux, parce que c'est pas en tirant la gueule que les choses vont s'arranger, même si tout le monde a des soucis, plus ou moins, évidemment.
Je ne sais pas si vous avez, mais oui. En général, tout le monde a. Mais après, il faut faire avec, et puis il faut remonter la pente, et puis vas-y, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On va pas se mettre à pleurer, parce que des fois, il y a des maladies, parce qu'il y a des malheurs dans toutes les familles, tout ça. Mais oui, il faut avoir de la force pour surmonter parfois les problèmes. La force, oui, parfois, c'est vrai, c'est difficile à l'avoir, mais quand on veut, on peut. Je sais pas. Donc vous étiez concierge rue. Oui. C'est comme ça que vous avez atterri dans le quartier? C'est comme ça que je suis atterri dans le quartier, effectivement. Donc vous étiez aux premières loges pour observer tout ce qui se passait dans le quartier? Mais je n'observais rien parce que j'avais trop de travail, ça. C'est vrai, c'était beaucoup de travail. C'était pas la loge qui me donnait beaucoup de travail, mais c'était ailleurs. Je travaillais à l'extérieur aussi. J'étais à temps partiel, donc je venais à la loge, je faisais ce que j'avais à faire et tac, 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 je continuais mon travail. Je traînais pas avec les concierges de quartier, je connaissais personne d'ailleurs. Et donc vous avez eu plusieurs métiers en même temps? Oui, exactement. J'en ai encore. J'ai 63 ans, j'ai encore 2 emplois. Ah oui. Je suis agent administratif et concierge en même temps. Ah d'accord. C'est deux mondes différents. Donc j'ai l'impression que vous avez passé votre vie à travailler. Ah oui, et je suis pas malheureuse pour autant, vous voyez, hein, comme vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai le sourire. Alors ça va, le travail, ça fait le sourire. Parfois on a envie de se reposer, non? J'ai toujours travaillé, j'ai jamais... Dans ma vie, j'ai peut-être arrêté 1 mois et demi, à tout casser. C'est-à-dire que vous ne vous reposez jamais? Non. C'est quoi le travail pour vous? Pourquoi c'est si important? Vous voyez, le travail, pour moi, c'était... Il faudrait que je vous raconte ma vie. Pourquoi je dois vous raconter ma vie, en fait? En plus, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas obligé. T'es fait piéger. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous étiez une concierge à part, pas très intéressée par le quartier? Non, pas très intéressée par la vie des autres. Ah. C'était ma vie qui m'intéressait, mais pas celle des autres. Les autres ne vous intéressent pas? Non, franchement non. Moi, c'est ma vie qui m'intéresse. J'avais un gamin à nourrir, à élever, et puis c'était ça qui m'intéressait. Hein. C'était pas m'occuper de la vie de quartier. Hein. Ouais. Moi, mon travail, c'était gagner de l'argent pour élever mon fils, pour gagner ma vie, pour ne pas demander quoi que ce soit à personne. Et puis c'est tout. Hein. Donc oui, il fallait que vous vous occupiez de vous avant tout, avant de vous occuper des autres, quoi. De mon fils et de mon travail plutôt. De moi, un peu moins. Je m'occupe plus maintenant qu'avant, à vrai dire. Pourquoi? Parce que ma vie était difficile et puis voilà, je me suis rabattue sur le travail et sur l'objectif d'élever mon gamin qui est resté orphelin à un an et qu'il fallait absolument faire le rôle de père et de mère et que j'ai tenu cœur à le faire et je l'ai fait et je suis très heureuse de ça. Maintenant, je suis grand-mère. Il a fait sa vie. Il est aussi heureux, sinon plus que moi. Il a un métier, il a une femme, il a un pavillon, il a sa vie. Puis maintenant, je suis tranquille. Maintenant, je m'occupe peut-être un peu plus de moi. Qu'à l'époque, c'était travailler. Et la vie de quartier, ça ne m'intéressait pas. Vous étiez une maman avant tout? Tout à fait, ouais. Et vous avez été une bonne maman? Je pense. Hein. Ça, il faut le demander à mon fils. Mais je pense que c'est pour lui demander. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que sa réponse, ça va de soi. Ça se voit dans ses yeux. Ouais. Et je suis heureuse de ça. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que vous avez traversé des épreuves et que vous avez réussi quelque part à vous remettre. Oui, à ma façon. À ma façon, j'ai réussi ce que je voulais, c'était tout. Je ne voulais pas faire des voyages, je ne voulais pas être riche, je ne voulais pas profiter de bijoux, des machins. Je voulais tout simplement faire le rôle qui m'était attribué, faire le rôle de père et de mère, puisque son père est décédé, il avait 1 an. Il fallait tout faire pour qu'il ne soit pas malheureux et qu'il ait tout ce qu'il avait besoin. Disons, tout ce que les enfants de son âge avaient avec père et mère. Donc, ouais. Je devais faire le rôle des deux.
Et en même temps donner l'éducation et en même temps gagner de l'argent pour assumer ce rôle parce que il y a rien sans rien. Hein. Donc j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé le soir, le matin, le midi, je faisais du ménage entre deux services. C'est là que j'ai connu Francis, c'est là que j'ai connu Jean-Paul, voilà. Ça, c'est un bon dénouement. Voilà, ça fait une maison, tout ça. Et tout à fait. Et puis bon, le fil oui, je suis là et tout va bien. Les Portugais, en général, ils sont bosseuses. Vous êtes portugaise? Ouais. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvée toute seule en France, toute jeune, avec un petit bébé, sans mari? Non, j'avais un mari quand même. Non, mais il est décédé, vous m'avez dit. Il est décédé, oui, c'est ça. C'est marrant. Dis-lui que je la rappelle. Non. Ça a coupé encore. Bon, c'est bon. Laisse, je la rappelle. À chaque fois que je touche son appareil. Non, je me suis mariée et je suis venue en France parce que mon mari était déjà immigrant. Et puis j'ai eu mon enfant, tout allait bien et mon mari a eu une maladie, un malheureux cancer qu'à l'époque ça se soignait pas comme maintenant. Et puis en 6 mois il est parti. Et puis je suis restée seule. Et puis je me suis battue pour ce que je viens de vous dire. Tout a commencé par là. Vous vous êtes pas laissé abattre? Il y a eu un moment difficile, quand même. On ne peut pas dire que ça a été comme ça. Si, j'ai eu des difficultés au départ. Mais après, je me suis dit, il faut remonter la pente et puis il faut y aller de l'avant. Et puis, il faut continuer parce que le petit, il n'avait rien demandé. Il avait 1 an, il était innocent, il était au monde. Il fallait assumer. C'est tout. Et oui. C'est pas toujours facile la vie, en fait. C'est quoi la vie? La vie La vie, c'est des hauts et des bas, et puis voilà. Il faut faire la moyenne de tout ça. Il faut faire la moyenne, on tombe et on se relève, et puis voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de mal à se relever que d'autres. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour moi, mais bon, on essaye, et puis j'ai la preuve, je suis là. Vous êtes remise maintenant? Oui, on se remet toujours. Avec le temps? Oui. Ou il y a quelque chose qui reste? Il y a toujours quelque chose qui reste, monsieur. La preuve que je vous ressors mes antécédents. Parce qu'on ne peut pas effacer, même avec le temps, on n'efface jamais rien. Après, ça s'est éteigné avec le temps, m'a effacé, non. Je sais pas. Lui aussi, il a eu des épreuves. Je sais pas ce qu'il en pense, mais... Oui, vous aussi, vous êtes veuf. Oui. Pour la même raison. Oui, cancer, pareil. Et bon, c'est comme ça qu'on s'est connus par relation, quoi, avec Francis. Au lieu de manger, j'allais faire le ménage chez Francis. Vous faisiez le ménage chez Francis. Oui. Et c'est lui qui vous a présenté à Monsieur Rochette. Et lui, et Jean-Paul lui cherchait une femme de ménage pour chez lui parce que sa femme était malade. Il cherchait pour chez lui. Il a demandé à Francis. Et Francis, il m'a envoyé Donc, du coup, après, je mangeais que le soir, quoi. Merci, Francis. Mais c'est rien passé, c'est par la suite. Oui. Après, on est même venus amis. Quand il a perdu sa femme, j'étais là pour lui, en fait. Mais comme un ami, rien d'autre. Mais rien d'autre. Et puis après, par la suite, il a voulu s'incruster chez moi. On va dire ça. Et vous n'étiez pas d'accord? Pas trop. Non, pas trop, parce que moi, ça faisait 17 ans que j'étais toute seule. Ouais. Et puis ça ne m'intéressait pas, je n'avais jamais... Après, je l'ai pris un peu en... Comment on va dire? En pitié. Parce qu'il était malheureux, le pauvre. Ouais, il était malheureux. Et je me suis un peu occupée de lui, et puis au fur et à mesure, les choses elles ont changé par soi-même. C'est-à-dire que vous êtes devenue amoureuse? Oui, après, oui, quand même. Sinon, je ne serais pas avec lui depuis le temps.
Maintenant, c'est plus par pitié. Maintenant, c'est par amour. Hein. Moi aussi, également. Hein. C'était réciproque. Hein. Ouais. C'est beau? Oui, c'est beau. Comme quoi, le destin, des fois, il ne faut pas le chercher, il vient tout seul. La preuve. Hein? C'est Rosa, votre prénom? C'est ça, oui. C'est beau? Ouais, ça va. De rose. Eh bien, quelle histoire? Oui. Hein. Qui aurait dit qu'on racontait notre vie aujourd'hui à un monsieur qu'on ne connaît pas? J'en sais pas plus. Non, mais en fait, le monsieur ne fait pas une enquête. Hein. C'est pas une enquête judiciaire que vous faites. Ah non. C'est une anti-enquête. C'est comme ça que je l'appelle. Ah oui? La justice, elle a fait son travail. Ça y est, c'est fini, non? Depuis. Oui. Bah oui. Quand j'ai emménagé dans l'immeuble, il y avait une dame qui faisait le ménage dans les escaliers qui s'appelait Zita. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous la connaissez, Zita? Je l'ai connue, moi, ça fait longtemps. Ouais. Et elle est partie à la retraite. Au Portugal. Au Portugal? Parce qu'elle était dans le 20e. Non, c'était sa mère qui est partie au Portugal. Elle était partie à Drancy, à l'époque. Hein, à Drancy, donc il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques années quand même. Hein. Parce que moi, elle était là quand je suis arrivé. Elle est partie il y a 5-6 ans. Hein. Elle est partie du jour au lendemain. Et elle doit savoir des choses, elle. En général, les concierges savent tout. Moi, à mon avis, je pense que vous en saurez davantage par elle, parce que... Oui. Ouais. Bon, je vais essayer. Ouais, bah écoutez, hein, bon courage. Je sors de l'immeuble. Alors l'info, c'est que j'ai le nom du propriétaire de l'époque. Et je sais que Mathurin était l'ami de son fils, qui le logeait gratuitement apparemment. Je vais quand même essayer de retrouver Zita, l'ancienne femme de ménage de mon immeuble, qui est un témoin important, je pense. Et demain, je vais faire un petit voyage dans le Loiret pour rencontrer Raoul, qui a bien connu Paulin et Mathurin, à l'époque où ils habitaient ensemble à l'hôtel. À suivre. Alors, c'était l'interview de monsieur... Moi, Julien. Julien. Il n'était pas celui qui prétendait être. Chers auditeurs, ce podcast est entièrement autoproduit grâce à l'aide de Théo Boulanger qui compose toutes les musiques et aux abonnés au Patreon que je remercie du fond du cœur. Écoutez l'épisode suivant en avant-première et rejoignez la communauté d'auditeurs de Cerno en vous rendant sur patreon.com/Cerno. patreon.com/Cerno. Merci beaucoup, à dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.